Otto Dix, le peintre au regard perçant. Le peintre au regard impitoyable a disséqué le monde, sans jamais avoir froid aux yeux. Otto Dix, un chroniqueur des tabous de son temps. Es ist notwendig, dass man denen die bittere Pille gibt und sagt, seht mal an, so seid ihr, so ist das Leben und ihr seid so interessant, so wertvoll, so malenswert, verstehen Sie, malenswert, dass ihr gemalt werdet. Ses portraits mettent en lumière les vices et les angoisses, la beauté et la laideur de son époque. Ses états d'âme. Dix est fasciné par les pulsions cachées, l'érotisme et ses excès, les plaisirs et la débauche, par l'humain dans toute sa nudité. Il révèle les contradictions d'une société qui tente de refouler son passé. Un passé qui marquera le peintre toute sa vie, la guerre. L'horreur, la solitude, l'anéantissement. Otto Dix exprime sur la toile la stupeur d'une génération. Il veut aller au fond des choses, représenter l'homme dans sa nudité, tel qu'il est vraiment. Il explorait toujours l'extrême limite, la frontière à ne pas dépasser, là où ça commençait à faire mal. Je crois qu'il est inclassable. Il a produit des œuvres tellement différentes. Il ne rentre dans aucune case. Otto Dix observe, exhorte, provoque. En 1914, l'Allemagne est prête à envoyer ses hommes sur le front de la Première Guerre mondiale. L'ivresse d'en découdre avec l'ennemi se répand comme une traînée de poudre dans le pays. La population se montre enthousiaste, confiante, sûre de la victoire. Et Otto Dix y croit, lui aussi. Otto Dix a 24 ans. Il vit à Dresde et veut devenir artiste. Appelé sous les drapeaux, il est d'abord envoyé à Bautzen pour apprendre à tirer à la mitrailleuse. Il est enrôlé lors de la mobilisation générale. Ce n'est pas lui qui décide alors de s'engager. Mais sa période de formation dure étonnamment longtemps. Pendant plus d'1 an, il n'est pas envoyé sur le front, peut-être parce qu'il bénéficie de la protection d'un supérieur, et poursuit ses activités artistiques. Et puis, à l'automne 1915, il se porte volontaire pour rejoindre le front. Il part à la guerre avec la Bible et un livre de Nietzsche dans sa musette. Ce dernier écrivait que l'homme doit être placé dans des situations extrêmes pour être amené à changer. Une philosophie qu'Otto Dix a véritablement mise en pratique. Je ne dirais pas qu'il avait envie de se battre, mais de vivre cette expérience. Il était subjugué par les moyens mis en œuvre dans ces batailles, cette tempête de feu. Les opérations militaires, les combats monstrueux l'ont vraiment fasciné. Et il s'est retrouvé aux premières loges. Il a vu des gens se faire tuer à ses côtés. Il en a tué lui-même. Tout cela est décrit dans les lettres qu'il envoyait du front. La guerre, c'était une chose horrible, mais grandiose à la fois. Il faut avoir vu l'homme dans cet état de déchaînement pour savoir de quoi il est capable. La guerre a vraiment un côté bestial.
Otto Dix est envoyé avec l'artillerie en première ligne. Il sera blessé à plusieurs reprises. En dépit des horreurs auxquelles il assiste, il n'abandonne jamais son carnet de croquis. En attendant l'assaut, il dessine. Dans les tranchées, il produit un nombre incroyable de dessins. Dès que le combat se calme, il reprend son crayon. Il réalise des centaines de croquis de ses camarades, des autoportraits, et rend compte de la désolation qui l'entoure. Les trous d'obus sont les orbites de la Terre. Autour d'eux tournoient des lignes fantastiques qui s'entrechoquent douloureusement. Il n'y a que des trous, sans rien d'autre que des pierres tout autour, et des squelettes. C'est une beauté rare et singulière qui s'exprime. Dans de nombreux croquis datant de 1915, 16, 17, on a le sentiment qu'il est surtout à la recherche d'un style esthétique, d'une représentation de ce qu'il voit, sans capter la violence qui se déchaîne devant lui. Nous sommes en présence d'un artiste qui est impressionné, mais aussi fasciné par l'horreur de ce qu'il observe. Il sait que c'est atroce, abominable, mais aussi qu'il doit passer par là pour appréhender ce qu'est l'être humain. C'était plutôt quelqu'un de fragile. Il ne mesurait pas plus d'1,68 m et n'était pas de constitution robuste. Il n'était pas très baraqué, au contraire. C'était plutôt un gringalet. Contrairement à beaucoup de ses collègues artistes, Otto Dix restera mobilisé toute la guerre, jusqu'en 1918. Ça a dû être terrible. Mais il a survécu et surmonté tout ça. Ceux que la guerre n'a pas tués reviennent blessés, mutilés, traumatisés. Otto Dix prend lui aussi le chemin du retour. Il va d'abord à Gera, chez ses parents. Né dans cette petite ville de Thuringe en 1891, Otto Dix est le premier de 4 enfants. Son père travaillait dans une fonderie. Sa mère était couturière. C'est elle qui l'a mis en contact avec l'art. Toute sa vie, Otto Dix restera très proche de sa mère et la peindra sans cesse. Les parents soutiennent leur enfant qui manifeste très tôt ses talents. Ja, und der Zeilenlehrer hat gesagt, naja, also dein Vater, kann das ja gar nicht durchführen. Wir müssen mal zum Fürsten gehen. Und der Fürst sah sich die Arbeiten an und sagte dann, ja, das ist gut, ganz schön. Ich wäre schon bereit, ihn zu unterstützen, aber zuerst muss er mal ein solides Handwerk lernen. Also lernte ich erst mal Dekorationsmaler, 4 Jahre lang. Und die Plage eines Handwerkslehrlings, der weiter nicht machen muss wie Dreckarbeiten, Zäune anstreichen, Fassaden streichen, Küchen abwaschen, lauter so Dreckerei. Da war dann hinterher die Kunstgewerbeschule gerade zum Hochgenuss. En 1909, Otto Dix entre à l'école des arts appliqués de Dresde grâce à une bourse accordée par le prince. Puis, après la guerre, à l'Académie des Beaux-Arts. Une fois rentré, Dix s'essaye à une toute autre direction artistique, pendant une courte période qu'on appelle la phase cosmique. Il peint des tableaux presque déjà abstraits, magiques, et qui ne sont en aucun cas des représentations inspirées par la réalité. Otto Dix est également à l'affût des nouveaux courants artistiques de son temps.
À Dresde, en 1919, après la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Allemagne, le dadaïsme lui a ouvert un nouveau monde. Un univers métaphysique qui l'intéressait et dans lequel il entrevoyait un salut pour l'avenir. Mais ça n'a pas duré longtemps. Otto Dix n'est pas fait pour l'abstraction. Il se concentre sur ce qui le touche vraiment, une représentation réaliste de l'être humain. Si le monde de l'art célèbre cet artiste rebelle, la société, elle, ne tient pas à voir ses œuvres. Otto Dix vend très peu durant ces années-là. Il montrait ce que beaucoup à l'époque s'efforçaient de refouler. Les Allemands voulaient oublier la guerre et la défaite, qui pour eux allaient de pair. L'intérêt que l'homme ressent pour les beaux-arts doit s'imprégner des expériences humaines. Même les choses les plus discutables sont dignes d'être vues et représentées. Elles peuvent alors être appréciées. Depuis un bon moment, Otto Dix ne se sentait pas reconnu à Dresde et donc pas très bien. Il ne vendait pratiquement rien. On lui a conseillé d'aller tenter sa chance à Düsseldorf et il s'est mis en relation avec des artistes qui travaillaient là-bas. En 1921, Otto Dix part pour la Rhénanie et noue ses premiers contacts. Il découvre un groupe d'artistes plein de vitalité, la jeune Rhénanie, qui tourne le dos au style bourgeois. Sa rencontre avec Johanna Hay, surnommée Mère Hay, influencera toute sa vie. Cette femme qui élève seule 12 enfants, dont 4 seulement survivront, tient une boulangerie renommée et apprécie l'art et les jeunes artistes. Cette boulangerie est devenue une sorte de rendez-vous d'artistes. Il faut dire qu'elle se trouvait à proximité du théâtre et de l'Académie des Beaux-Arts et qu'elle était très fréquentée. Mais c'est aussi parce que les artistes fauchés repartaient avec un morceau de pain ou une viennoiserie. En 1916, Johanna Hay revend sa boulangerie et ouvre une galerie non loin de là. Et tous les artistes qui venaient lui acheter du pain se mettent à exposer chez elle. Mère Hay prend sous son aile le jeune Otto Dix. Il suit des cours de gravure à l'eau forte auprès de professeurs de l'Académie de Düsseldorf. Johanna Hay vend bientôt ses premières œuvres. Quand Otto Dix s'est présenté chez elle, Johanna Hay a été très impressionnée par cet homme qui avait une personnalité peu ordinaire. Il s'habillait comme un dandy, était bel homme, et je crois que la galeriste s'est très vite attachée à lui. Dans les premiers temps, elle le laissait dormir dans une pièce au fond de sa boutique. Et c'est là qu'il a fait connaissance avec le milieu local. Johanna Hay ne s'embarrasse pas du qu'en dira-t-on. Elle aime s'entourer d'artistes et d'historiens de l'art, comme la jeune Anna Klappek. Elle voulait défendre un art qui représente le bien, contre la guerre, contre le conformisme, contre la bourgeoisie repue. Une veine qu'explore précisément Otto Dix, la mièvrerie et la grossièreté, les prostituées et leurs clients, le désir sexuel et la vieillesse. Je travaille à de nouvelles toiles qui pourraient choquer les esprits trop sensibles et provoquer l'effroi des moralistes.
Dix voulait montrer la beauté que recèle la laideur, car la laideur fait partie de la vie, de même que le vieillissement. Ce qui est vieux n'est pas forcément laid. Non, il voulait représenter la vie telle qu'elle est et en faire un portrait complet. Dix sait y faire. Il entoure sa galeriste d'attention, lui envoie des lettres et des cartes postales. Johanna Ai est pratiquement l'ange gardien des artistes de l'époque. Otto Dix le sait et en profite. Il sait ce qu'il doit à cette protectrice qu'il immortalise dans un portrait. Un genre qui lui permettra de se faire remarquer à Düsseldorf. Johanna Ai met Dix en contact avec un important collectionneur. Dix obtient sa première commande rémunérée. Il s'agit du portrait d'un certain Hans Koch. Il va voir ce médecin chez lui, et c'est là qu'il fait la connaissance de ses deux enfants, mais aussi de sa jeune épouse. À l'époque, Martha Koch a 26 ans, et son couple avec Hans, qu'elle surnommera plus tard Hans le mal-aimé, bat de l'aile. Martha racontera plus tard qu'elle découvrit avec surprise ce jeune homme plein de vie, qui parlait avec un fort accent saxon et qui avait beaucoup d'humour. Et ce qui l'impressionnait également, c'est qu'il savait danser. Dix et Martha Koch vont danser et nouent une idylle tandis que le mari reste assis dans un coin et boit. Le couple fait scandale. Martha Koch quitte mari et enfant pour suivre son amant à Dresde. Ils étaient très différents. Martha a dit un jour, « Mon nouveau mari n'est pas très distingué, mais il est génial. » Le couple s'installe en Rhénanie et se marie. La carrière de Dix est en pleine ascension. De plus en plus de personnalités en vue commandent leur portrait à l'étoile montante de la scène artistique. Ce qui n'empêche pas le peintre de rester fidèle à ses principes esthétiques. Il tient à rester au plus près de la réalité. C'est ce qui lui importe. Et on retrouve cette même veine dans chacun des portraits de cette époque. Lorsqu'il peint son modèle, Otto Dix dissèque ses émotions et tout son être, mais sans pour autant le mettre à nu. Il donne une image à travers laquelle nous sommes au plus près de la personne. Otto Dix ne ménageait pas ses clients. Et plus d'un redoutait de voir le portrait achevé. Dans le salon de Johanna Ai, les artistes pratiquent beaucoup le portrait. Dix peint son collègue Adalbert Trilhase à grands traits de pinceau grossier. Ce sera son dernier tableau dans lequel il emploiera cette technique. Une fois que j'ai terminé un tableau, je peux réviser mon point de vue et dire que la personne ne lui ressemble pas. Mais je tiens absolument à conserver ma première impression. Martha et Otto Dix prennent part à la vie mondaine. Lorsqu'il est en déplacement, l'artiste écrit de longues lettres à sa femme. Je me réjouis comme un gamin de tous les bons moments que nous allons passer ensemble. Tu exerces sur moi un effet qui m'inspire et me remplit. Je n'aime que toi. Nelly, leur fille, naît en 1923. La naissance de sa fille, son premier enfant, lui donne une nouvelle impulsion.
C'est un moment très intime qu'il a exprimé à travers une vaste série de très beaux portraits d'enfants. Il représente une autre facette d'Otto Dix. Le couple aura encore 2 garçons. Il a très souvent fait le portrait de ses fils Ursus et Jan. Il a représenté ces petits bouts de chou sur une toile alors qu'ils venaient tout juste de naître. Ils n'étaient pas très jolis à voir, ils sortaient à peine du ventre de leur mère. Mais là encore, Dix est en quête de réalité. Il observe comment la vie se développe sous toutes ses formes, même les moins gracieuses. Cher Mutzilein, nos ratons sont sages. Ils peignent et modèlent de jolies choses. Je pense à eux avec amour. On avait le droit de jouer dans son atelier. On pouvait y aller quand on voulait, ça ne dérangeait pas du tout. Il continuait à travailler tranquillement, et nous, on s'occupait dans notre coin. Les portraits d'enfants d'Otto Dix sont le pendant de toutes les horreurs qu'il a pu peindre par ailleurs. Et il a pris beaucoup de plaisir à représenter ses enfants. Il avait trouvé une tranquillité, une paix intérieure qui lui ont permis de revenir ensuite à des sujets difficiles. Dix ans après la Première Guerre mondiale, Otto Dix revient à son expérience au front. Il produit une série fameuse intitulée « La guerre » et composée de 50 gravures à l'eau forte. J'ai étudié la guerre de façon très précise. Il faut la présenter de manière réaliste pour qu'on puisse la comprendre. Je pense que personne n'a perçu comme moi la réalité de la guerre, les privations, les blessures, la souffrance. Il a survécu à tout cela. C'est terrible d'imaginer ce qui s'est passé. Il était artilleur, donc assis derrière une mitrailleuse, et il tirait sur les soldats qui avançaient vers lui. C'est effrayant d'imaginer l'assaut de ces jeunes hommes. Il parlait des Marocains avec leurs turbans verts qui attaquaient, et lui devait tirer dans le tas. Je ne sais pas comment on peut vivre après, avec ça. Il voulait donner à voir ses horreurs. Il voulait les décrire et les représenter telles qu'elles s'étaient produites. Il ne cherchait pas à s'inscrire dans un courant politique. Il ne voulait pas faire passer un message de cet ordre-là. Toutes ces horreurs, ces corps éparpillés et ces hommes qui suffoquaient dans la boue, il les avait vus de ses propres yeux, et c'était ça son message. Otto Dix est désormais un peintre célèbre en Allemagne. Au début des années 20, un galeriste berlinois de renom qu'il connaît bien, Karl Nierendorf, lui propose de collaborer avec lui.
C'est vraiment incroyable qu'en 3 ans seulement, Otto Dix ait pu se faire un nom et devenir l'un des peintres les plus en vue de la nouvelle objectivité à l'époque de la République de Weimar. Quand il est arrivé à Düsseldorf, personne ne le connaissait. En 1925, quand il en est reparti pour s'installer à Berlin, c'était le portraitiste le plus demandé d'Allemagne. Berlin, la métropole culturelle de la République de Weimar et des années folles. La population s'efforce d'oublier le traumatisme de la Première Guerre mondiale en croquant la vie à pleines dents. Et Otto Dix n'est pas le dernier à profiter des plaisirs de la grande ville. Berlin est pleine de jeunes femmes fabuleuses. Cette animation désordonnée me plaît. Berlin était le cœur battant de l'Allemagne et du milieu artistique du début du XXe siècle. Il y avait les cabarets, la vie musicale, les théâtres et bien sûr le milieu de l'art. Tout se passait à Berlin. La grande ville inspire à Dix tout un répertoire de nouveaux motifs. Sa notoriété lui vaut d'être nommé professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. Sa vision de la société de l'époque s'exprime dans le triptyque intitulé Grande Ville, où sont représentées nombre de personnalités du monde de l'art de Dresde. Dix est un artiste qui s'intéresse beaucoup aux extrêmes. Bien sûr, la République de Weimar est une période marquée par toutes sortes d'excès, aussi bien dans la vie sociale que politique. Et pour refléter cette époque, Dix choisit de représenter des personnages extrêmes. Les prostituées, le corps féminin, le commerce du sexe. Dix se consacre ici à des thèmes qui le fascinaient déjà lorsqu'il était à Düsseldorf et qu'il traite avec son esthétique personnelle. Aber all diese ästhetische Aktmalerei, nicht wahr, die Gesellschaftsvergnügung, die gemalt wurden und so weiter, das war uns einfach zuwider. Wir wollten den Mann auf der Straße, den einfachen Mann wollten wir ansprechen, und zwar mit einer einfachen, ganz präzisen, deutlichen Malerei. Dix est un esprit libre. S'il se sent proche d'autres courants artistiques comme le vérisme ou la nouvelle objectivité, il ne veut pas en faire partie. Il ne revendique aucune appartenance, contrairement à George Grosz ou Christian Schad, dont la démarche artistique était de représenter la réalité de manière sobre et neutre. Dix s'est toujours envisagé comme un artiste totalement indépendant, comme s'il était un courant artistique à lui tout seul. Il a côtoyé tous les mouvements de son époque et a souvent recouru à des moyens stylistiques de l'avant-garde du début du XXe siècle. Mais il se voyait plutôt comme un artiste à part et ne voulait pas entretenir de liens trop étroits avec les groupes constitués. Dix est fasciné par les femmes. Dans les bordels, sur les scènes de théâtre. Anita Berber exerce sur lui un charme particulier. Il réalise de nombreux portraits de cette célèbre danseuse connue pour sa bisexualité et pour avoir été la première à danser nue. Les apparitions sur scène d'Anita Berber étaient très provocantes. Elle se produisait dans les fameuses danses du vice, de l'horreur et de l'extase, et faisait l'éloge de la cocaïne, dont elle était grande consommatrice.
C'était un personnage typique de cette époque excessive. Et je pense que c'est ce qui l'intéressait chez Anita Berber. Le viol, le meurtre sexuel, l'humiliation. Le sexe couplé à l'agression est un thème qui inspire le peintre. Le sadomasochisme aussi. La brutalité est un thème qui le poursuit au-delà de la guerre. Il s'est lui-même qualifié un jour de violeur assassin et représenté ainsi sur certains tableaux, d'où il ressort qu'il a senti en lui cette pulsion sexuelle. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il s'agit bien d'une stylisation, d'une interrogation sur des pulsions intérieures. Il ne les a pas vécues en tant que telles, mais elles lui ont fait entrevoir ce qui peut se tapir au fond d'un individu. Personne ne veut voir les vieilles putains, les femmes d'Hécatie et toutes les misères de la vie. À quoi ça sert, je n'en sais rien non plus, mais je le fais. On accuse toujours Otto Dix d'immoralité. On lui reproche de heurter les bonnes mœurs, de représenter ce qu'on ne devrait pas montrer au public. Il avait dit un jour qu'il ferait parler de lui en bien ou en mal, et il s'y est tenu. Mais ce n'est pas tout. Otto Dix intègre également dans ses toiles une autre dimension. Il y peint ses inquiétudes. À la fin des années 20, l'artiste sent bouillonner en Allemagne une force destructrice et morbide. En 1930, le tableau intitulé Mélancolie en est le reflet. Avec l'essor du national-socialisme et l'arrivée d'Hitler à la tête du pays, Otto Dix se retrouve rapidement dans le collimateur du nouveau pouvoir. Le travail du peintre est à l'opposé de l'idéologie nazie. Dix affirme que dans cette guerre des machines, il n'y a pas de héros et que quiconque dit l'inverse ment. À Dresde aussi, les nazis gagnent du terrain. De nombreux peintres de l'Académie des Beaux-Arts se rallient au nouveau pouvoir. Par ailleurs, depuis le succès de ses portraits des années 20, Dix fait des envieux parmi ses collègues. Dix ne se laisse pas impressionner et au début des années 30 continue à peindre. Il fait des portraits de femmes et de célébrités de l'époque, comme le comédien Heinrich Georg. Il traverse également une période tourmentée sur le plan personnel en entamant une relation avec une autre femme. Ils auront une fille avant le début de la guerre. Mais dès 1933, le peintre est exclu de l'Académie. Il n'a plus le droit d'y enseigner. Et ses élèves sont eux aussi sommés de quitter l'Académie. Dans un premier temps, Dix proteste contre sa destitution. Il écrit au gouvernement de Saxe pour exprimer son désaccord. Mais on lui motive à nouveau son renvoi en lui reprochant de décourager les aspirations belliqueuses de la population, ce que le gouvernement national-socialiste juge néfaste, mais aussi de peindre des toiles dont les sujets portent trop souvent atteinte aux bonnes mœurs. Der Führer liebt die Künstler, weil selbst ein Künstler ist. Unter seiner gesegneten Hand ist nun über Deutschland eine Art von neuem Renaissance-Zeitalter angebrochen. Man möchte fast in der Abwandlung eines Wortes von Ulrich von Hutten ausrufen: O Jahrhundert, o Künste, es ist eine Lust zu leben. Désormais, ce sont les nazis qui donnent le ton en matière d'art. En 1933 a lieu à Dresde la première exposition de ce qu'ils taxent d'art dégénéré.
et les œuvres de Dix sont en première ligne. Il faut bien comprendre que Dix, dont les œuvres ont été exhibées à Dresde dans l'une des toutes premières expositions d'art dégénéré, était quelqu'un de très connu. Son tableau La Tranchée, qui constituait la pièce maîtresse de cette exposition, a provoqué de nombreuses discussions dans le public. La Tranchée, une œuvre réalisée en 1923. Lors de la polémique sur ce qu'il fallait considérer comme dégénéré, son œuvre a suscité de vifs débats. Ce tableau représente des soldats allemands réduits au rang de bêtes ou de corps déchiquetés. Et ce n'était pas une vision que la nation allemande était capable de supporter à cette époque. Au début des années 20, ce tableau avait déjà déclenché une vague de protestations. Après son acquisition par le musée Wallraf Richartz de Cologne, les visiteurs obligent la direction à l'échanger contre une autre œuvre. Ce tableau a aujourd'hui disparu. La Tranchée a servi de modèle à son œuvre la plus célèbre. En 1932, un an avant qu'il ne soit catalogué comme de l'art dégénéré, Otto Dix achève un triptyque intitulé La guerre qui lui a demandé 3 ans de travail. Ce triptyque peut se comprendre comme une forme de récit complexe, hyperbolique. Les soldats partent à la guerre. Le soldat quitte le champ de bataille, il survit à la guerre en emportant un camarade blessé ou tué. Et ce soldat qui réussit à s'en sortir, qui repart avec ce regard égaré, c'est le peintre lui-même. Il s'en sort vivant. Je ne voulais pas provoquer la peur et la panique, mais faire savoir à quel point la guerre est monstrueuse, pour inciter les gens à la rejeter. Pour les nazis, Dix est un gêneur. Ils le détestent surtout parce qu'ils voient dans ses œuvres un ferment susceptible d'affaiblir l'ardeur guerrière de la population allemande. Le triptyque est un témoignage direct sur la guerre et non une célébration des héros. Tant qu'il en a encore la possibilité, Dix peint de grandes allégories qui reflètent l'esprit de son temps. Les 7 péchés capitaux datent de 1933. Il attendra la fin de la guerre avant de mettre la touche finale à ce tableau. Otto Dix rajoute alors un détail important. Adolf Hitler ist Neid. Zuerst mal ohne Schnurrbart, denn ich hatte gar keine Lust, mich wegen dem Schnurrbart da einsperren lassen. Den Schnurrbart habe ich dann eben nach dem Zusammenbruch draufgemalt, aber unverkennbar war, dass das der Hitler war. Dix ne peut plus rester longtemps à Dresde. La famille emménage au château de Randeck, dans le sud de l'Allemagne. La propriété appartient à l'ex-mari de sa femme, Hans Koch. Avec sa femme et ses enfants, Otto Dix passera là 3 années, entrecoupées de courts séjours à Dresde. Meine Frau wollte natürlich immer auswandern. Der Schweiz war ja nah, nicht wahr? Aber ich habe gesagt, nein, ich bleibe hier, ich bleibe, wo meine Bilder sind. Les tableaux qu'il réalise alors sont les derniers à commenter l'actualité. Le triomphe de la mort ne sera pas exposé. Das ist der Triumph des Todes von 1934. Das Bild ist also eine Allegorie. Der Tod als König, der alles vernichtet. Sowohl den Soldaten, das alte Weib, das kleine Kind, den Bettler, das Liebespaar, die Pflanzen, die Berge, die Blumen, alles wird durch den Tod vernichtet. Und der Hund ist der Einzige, der ihn sieht.
Sonst ist das Ganze eben sozusagen ein Ablauf gemalt. Also der Schwung der Sense ist also in diesen Figurenkreis einbegriffen. On peut bien sûr l'interpréter comme une allégorie de l'éphémère, mais on peut y voir aussi une escalade vers la guerre. Le danger d'un nouveau conflit apparaît aussi dans Les Flandres, son dernier grand tableau consacré à la guerre qu'il peint en 1934. Il faisait souvent des cauchemars. Ils étaient peut-être liés à ce qu'il avait vécu pendant la guerre, je ne sais pas. En tout cas, je l'entendais parfois hurler la nuit dans son sommeil. En 1936, grâce à un héritage de Martha Dix, le couple fait construire une grande maison à Hemmenhofen, au bord du lac de Constance. S'il lui est interdit d'exposer en Allemagne, le peintre parvient encore à présenter ses œuvres à l'étranger. Dix s'est réfugié dans un exil intérieur. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Quelques mois plus tôt, après un attentat raté contre Hitler à Munich, Dix est arrêté à Dresde. Soupçonné d'avoir un lien avec l'attentat, il passe plusieurs jours en prison. À partir de là, Otto Dix se retire définitivement à Hemmenhofen. Il conservera ici un grand nombre de ses toiles. D'autres œuvres passeront la guerre entreposées chez un ami à Dresde. En dépit de son passé artistique, on ne lui interdit pas de peindre. On le laisse tranquille. Il vend même une toile de temps à autre. Maintenant qu'il est à la campagne, le peintre se consacre à sa famille. C'était un père très agréable, qui ne se mettait pas en colère, ne rouspétait pas. Il pouvait nous passer un savon parce qu'on n'avait pas rangé notre chambre, mais sinon, il ne cherchait pas à nous inculquer une quelconque éducation. Dans ce domaine, il se reposait entièrement sur ma mère. La famille mène une vie retirée. À aucun moment, Dix ne cesse de peindre. De temps en temps, il se met en contact avec des collègues de Dresde. Il n'a jamais fait le fanfaron, comme certains peintres qui racontent des histoires incroyables au sujet de leurs œuvres ou de la dernière toile qu'ils ont peinte. Lui a toujours fait confiance au spectateur, qui a des yeux pour regarder un tableau. Tous les peintres ne sont pas comme ça. La nature environnante devient son sujet principal durant les années de guerre. J'étais condamné au paysage. La peinture de paysage était une sorte d'émigration. Je n'avais plus la possibilité de représenter des individus. Mais on peut toujours tirer quelque chose de n'importe quoi. Le paysage a été un thème majeur à Hemmenhofen, pour la bonne raison qu'il ne pouvait plus se permettre de faire une peinture figurative critique et engagée moralement. Mais le paysage peut être aussi un reflet du monde, chargé de tensions, plombé,
et illustrer l'état d'esprit du peintre. Ces tableaux offrent une vue large, mais empreintes d'une grande mélancolie. Lui-même a affirmé que c'était sa façon de résister au national-socialisme. Et cette résistance s'exprime dans le fait que ces paysages sont déserts. Les seuls personnages humains qu'on y voit sont des gens qui suivent un cercueil. On pourrait donc dire que ces paysages sont une vision hostile d'un pays qui lui est hostile. Otto Dix observe de loin la guerre menée par l'Allemagne. Dès le début de la bataille de Stalingrad, Dix souffre beaucoup des développements de la guerre et il commente cette actualité à travers des toiles qui sont pratiquement des métaphores de la tragédie qui était en train de se jouer. Celle-ci représente un paysage de montagne avec un rocher à nu, on dirait un os sanguinolent, et il est recouvert d'une calotte de neige. Ça évoque tout à fait ce qui se passait alors en Russie. Ce n'est pas un joli tableau, ni une image édifiante, mais une toile qui nous met face à l'horreur. Parce qu'en peignant, il pensait à la campagne de Russie et à la bataille de Stalingrad. Dans Autoportrait avec palette devant un rideau rouge, Dix se représente les sourcils froncés, le regard vide mais inquiet. Il date de 1942. Il l'a donc peint au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les événements de Stalingrad annonçaient clairement que la guerre ne se terminerait pas sur une victoire, mais sur une douloureuse défaite. Dix se représente en artiste capable de lire l'avenir, et il s'appuie pour cela sur le motif classique du visionnaire. Il n'a pas les yeux noirs, mais un regard d'aveugle. On voit derrière lui un grand rideau rouge, mais qui laisse apparaître dans un coin un tableau. On peut interpréter ce détail en disant que ce paysage représente le désastre de façon prémonitoire. Mais on peut aussi y voir une allusion à son statut d'artiste rejeté par les nazis, contraint de dissimuler son tableau parce qu'il reçoit de la visite. Il le cache donc tant bien que mal derrière une tenture. Il se voit donc à la fois comme un artiste qui décrit les phénomènes de son temps et les anticipe, mais aussi comme un artiste interdit qui est obligé de travailler de façon clandestine. Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne décrète la mobilisation de tous les hommes de 16 à 60 ans dans le Volkssturm, une milice populaire. Otto Dix est appelé en décembre 1944 à l'âge de 53 ans et doit prendre part au dernier combat. Il est fait prisonnier en France. Il était désespéré, complètement abattu pendant cette période de captivité. Mais il a repris espoir quand les officiers français qui commandaient le camp de prisonniers se sont rendus compte que c'était un artiste important. Ils lui ont alors confié des commandes et ils ont dû lui faciliter un peu la vie. Quand Dix rentre de la guerre, il a perdu toute illusion. On constate alors une grande rupture sur le plan du style ou de la veine artistique, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Otto Dix montre alors une prédilection pour les motifs religieux. L'artiste n'est que l'outil de forces maléfiques ou divines, qui sont totalement extérieurs à sa personnalité.
Il n'allait pas à la messe, mais il avait étudié la religion. Il connaissait les épisodes de la Bible, de l'Ancien Testament, parce que ça l'intéressait. C'était en même temps une quête de la vérité. Il est surprenant qu'il ait peint autant de motifs religieux, mais ce n'est pas contradictoire. Dans sa jeunesse déjà, Dix s'était consacré à des figures religieuses. Et pendant la Première Guerre, il avait été un lecteur assidu de la Bible. Dans les années qui suivront la guerre, Dix se partage entre Hemmenhofen et Dresde, entre l'Est et l'Ouest. Il y mène 2 vies parallèles avec 2 familles. Chacune connaît l'existence de l'autre, mais on n'aborde guère le sujet. Dix expérimente de nouvelles formes. Il peint des toiles d'inspiration expressionniste. Mais le marché de l'art s'est orienté vers l'abstraction. L'abstraction est une vaste fumisterie. N'importe qui est capable d'en faire. C'est tout juste bon pour faire des tapis ou du tissu pour le prêt-à-porter. Son style de peinture a été supplanté par l'abstraction et les nouveaux artistes. Ça a été pour lui une immense déception. Et aussi un gros manque à gagner. Il pensait qu'il allait pouvoir vendre à nouveau, avoir de nouvelles commandes, mais ça n'a pas été le cas. Et ça l'a beaucoup déprimé. Si ces dernières œuvres suscitent moins d'écho, l'artiste acquiert néanmoins une reconnaissance officielle. À la fin de sa vie, il recevra plusieurs distinctions artistiques, ainsi que la Croix fédérale du mérite. L'artiste travaillera jusqu'au bout. En 1969, il meurt des suites d'un AVC. Otto Dix est enterré au cimetière d'Hemmenhofen. Aujourd'hui encore, son œuvre conserve toute sa force et son acuité. Otto Dix, le peintre au regard perçant. Le peintre au regard impitoyable a disséqué le monde, sans jamais avoir froid aux yeux. Otto Dix, un chroniqueur des tabous de son temps. Den die Petrapille gibten Sachen, seht mal an, so seid ihr, so ist das Leben und ihr seid so interessant, so wertvoll, so malenswert, verstehen Sie, malenswert, dass ihr gemalt werdet. Ces portraits mettent en lumière les vices et les angoisses, la beauté et la laideur de son époque. Ses états d'âme. Dix est fasciné par les pulsions cachées, l'érotisme et ses excès, les plaisirs et la débauche, par l'humain dans toute sa nudité. Otto Dix a 24 ans. Il vit à Dresde et veut devenir artiste. Appelé sous les drapeaux, il est d'abord envoyé à Bautzen pour apprendre à tirer à la mitrailleuse. Il est enrôlé lors de la mobilisation générale. Ce n'est pas lui qui décide alors de s'engager. Mais sa période de formation dure étonnamment longtemps. Pendant plus d'1 an, il n'est pas envoyé sur le front, peut-être parce qu'il bénéficie de la protection d'un supérieur, et poursuit ses activités artistiques. Et puis, à l'automne 1915, il se porte volontaire pour rejoindre le front.
Il part à la guerre avec la Bible et un livre de Nietzsche dans sa musette. Ce dernier écrivait que l'homme doit être placé dans des situations extrêmes pour être amené à changer. Une philosophie qu'Otto Dix a véritablement mise en pratique. Je ne dirais pas qu'il avait envie de se battre, mais de vivre cette expérience. Il était subjugué par les moyens mis en œuvre dans ces batailles, cette tempête de feu. Les opérations militaires, les combats monstrueux... De 1915, 16, 17, on a le sentiment qu'il est surtout à la recherche d'un style esthétique, d'une représentation de ce qu'il voit, sans capter la violence qui se déchaîne devant lui. Nous sommes en présence d'un artiste qui est impressionné, mais aussi fasciné par l'horreur de ce qu'il observe. Il sait que c'est atroce, abominable, mais aussi qu'il doit passer par là pour appréhender ce qu'est l'être humain. C'était plutôt quelqu'un de fragile. Il ne mesurait pas plus d'1,68 m et n'était pas de constitution robuste. Il n'était pas très baraqué, au contraire. C'était plutôt un gringalet. Contrairement à beaucoup de ses collègues artistes, Otto Dix restera mobilisé toute la guerre, jusqu'en 1918. Ça a dû être terrible. Mais il a survécu et surmonté tout ça. Ceux que la guerre n'a pas tués reviennent blessés, mutilés, traumatisés. Otto Dix prend lui aussi le chemin du retour. L'ont vraiment fasciné. Et il s'est retrouvé aux premières loges. Il a vu des gens se faire tuer à ses côtés. Il en a tué lui-même. Tout cela est décrit dans les lettres qu'il envoyait du front. La guerre, c'était une chose horrible, mais grandiose à la fois. Il faut avoir vu l'homme dans cet état de déchaînement pour savoir de quoi il est capable. La guerre a vraiment un côté bestial. Otto Dix est envoyé avec l'artillerie en première ligne. Il sera blessé à plusieurs reprises. En dépit des horreurs auxquelles il assiste, il n'abandonne jamais son carnet de croquis. En attendant l'assaut, il dessine. Dans les tranchées, il produit un nombre incroyable de dessins. Dès que le combat se calme, il reprend son crayon. Il réalise des centaines de croquis de ses camarades, des autoportraits, et rend compte de la désolation qui l'entoure. Les trous d'obus sont les orbites de la Terre. Autour d'eux tournoient des lignes fantastiques qui s'entrechoquent douloureusement. Il n'y a que des trous, sans rien d'autre que des pierres tout autour, et des squelettes. C'est une beauté rare et singulière qui s'exprime. Dans de nombreux croquis datant... Il révèle les contradictions d'une société qui tente de refouler son passé. Un passé qui marquera le peintre toute sa vie, la guerre. L'horreur, la solitude, l'anéantissement. Otto Dix exprime sur la toile la stupeur d'une génération. Il veut aller au fond des choses, représenter l'homme dans sa nudité, tel qu'il est vraiment. Il explorait toujours l'extrême limite, la frontière à ne pas dépasser, là où ça commençait à faire mal. Je crois qu'il est inclassable. Il a produit des œuvres tellement différentes. Il ne rentre dans aucune case. Otto Dix observe, exhorte, provoque.
En 1914, l'Allemagne est prête à envoyer ses hommes sur le front de la Première Guerre mondiale. L'ivresse d'en découdre avec l'ennemi se répand comme une traînée de poudre dans le pays. La population se montre enthousiaste, confiante, sûre de la victoire. Et Otto Dix y croit, lui aussi.